Bonjour à toutes et à tous, et puis un grand merci à la Fondation de Garches, à François Genet et à Didier Pradon pour leur invitation. Donc moi je suis en thèse CIFRE qui est réalisée avec le Comité paralympique et sportif français, le CPSF que vous avez vu avant représenté par Élie Patrijon, et les laboratoires CEP de l'INSEP et I3SP de l'Université de Paris-Cité. Ma directrice de thèse c'est Hélène Joncheret qui est donc sociologue, et je suis co-encadrée par Rémi Richard et Bernard Andrieux. Le sujet de ma thèse est donc sur la part des facteurs sociaux dans l'optimisation de la performance paralympique. Ça devrait s'afficher dans pas longtemps. Et je vais vous présenter en 3 temps les différents, enfin voilà, une rapide vision de mon travail de thèse. Dans un premier temps, je vais rappeler le contexte institutionnel dans lequel ce travail se situe. Comme Élie vous a pu vous en parler tout à l'heure, c'est quand même très important d'avoir cette connaissance, cette compréhension pour comprendre le cadre général, en tout cas, de ce sujet de thèse. Dans un deuxième temps, je ferai plutôt un point sur les objectifs, la méthodologie et le cadrage théorique de cette thèse. Et enfin, je vous présenterai quelques résultats. Donc, je vais quand même continuer et débuter. Je mettrai au fur et à mesure les diapos. Si elle. Donc, du coup, pour rappeler le contexte institutionnel, Élie en a déjà bien parlé, mais effectivement, comme vous avez pu vous en rendre compte, le monde du parasport français connaît actuellement des transformations structurelles et institutionnelles très importantes. Et l'une d'entre elles, qui est très concrète, c'est le transfert de sport des fédérations, le transfert de délégation de sport des fédérations dites spécifiques vers des fédérations dites homologues. En effet, depuis le 1er janvier 2017, toutes les fédérations peuvent demander la délégation du sport correspondant au public en situation de handicap. C'est le cas par exemple de sports comme le parajudo, le tennis fauteuil ou paraéquitation, qui étaient auparavant sous la tutelle de la Fédération française handisport, FFH, et qui sont aujourd'hui sous la tutelle des fédérations homologues correspondantes, c'est-à-dire la Fédération française de judo, celle de tennis et celle d'équitation. Cette transformation, elle modifie le paysage du sport paralympique français. Ou pas ? Non, c'est pas ma présentation, mais merci. Et notamment, enfin, avec une montée en puissance du rôle et des prérogatives du CPSF, et notamment celle d'harmoniser justement ce nouveau système qui est dynamique mais qui est multiple et varié. Donc cette thèse, elle s'inscrit dans ce contexte-là. Elle a pour but d'essayer d'accompagner notamment les fédérations nouvellement délégataires dans les domaines du handicap et du sport performance. Donc j'avais un schéma en fait qui vous permettait de visualiser un peu justement l'historique et comment ça s'était transformé. Donc je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. En fait, initialement, si on compare le mouvement sportif dit ordinaire et le mouvement sportif, enfin parasportif, il s'est construit de manière parallèle. D'un côté, il y avait le mouvement sportif qui s'est construit autour de fédérations sportives délégataires, qu'on appelle aussi fédérations ordinaires ou fédérations homologues, et qui se construisaient par discipline sportive. Tandis que le mouvement parasportif, il s'est au départ construit autour de 2 fédérations historiques, que sont la Fédération française d'handisport, la FFH, concernant grossièrement le handicap mental, moteur et sensoriel, et la FFSA, la Fédération française de sport adapté, pour le handicap mental et psychique. Ces 2 fédérations spécifiques, elles avaient non pas une délégation par discipline, mais par public de handicap. J'utilise le passé parce que, comme je vous l'ai dit, depuis le 1er janvier 2017, le ministère des Sports a modifié ce fonctionnement et a ouvert la possibilité à toutes les fédérations à demander la délégation du public en situation de handicap dans leur champ disciplinaire correspondant. Au niveau ministériel, ce changement institutionnel, entre autres, était porté par une volonté d'inclusion plus importante. Mais cette transformation institutionnelle a pour le moment plus particulièrement modifié le champ du handicap moteur et sensoriel, puisque ce sont 26 fédérations ordinaires qui ont demandé et obtenu la délégation pour le handicap moteur et sensoriel, tandis que concernant le handicap mental et psychique, ce sont 4 fédérations qui ont demandé et obtenu la délégation. Donc par ces chiffres de 26 et 4, on constate bien que l'appropriation de l'inclusion du handicap mental et psychique semble davantage complexe, en tout cas pour les fédérations homologues. Et on en reparlera dans ma dernière étude. Mon travail de thèse, il s'est organisé autour de 3 études distinctes. La première étude, on a souhaité réaliser un état des lieux des déterminants ou facteurs de performance qui sont privilégiés par les sportifs paralympiques, en partant du postulat que les facteurs sociaux et environnementaux ont une influence forte dans l'optimisation de la performance paralympique.
Concernant l'étude 2, on a décidé de mettre la focale sur la place du milieu médical et paramédical parce qu'il nous a semblé important d'appréhender les rapports avec ces deux milieux-là qu'entretiennent les parasportifs au travers de leur parcours de vie, donc notamment leur situation socio-professionnelle ainsi que leur situation de déficience, mais aussi à travers leur parcours de socialisation sportive. Et enfin, dans la troisième étude, on s'est intéressé à ce qu'on pourrait appeler les contacts mixtes que vivent les sportifs déficients intellectuels et ou atteints de troubles du spectre de l'autisme, parce que c'est plus précisément cette population-là qu'on a étudiée, qui vivent en fait en passant systématiquement d'un milieu sportif ordinaire à un milieu sportif spécifique, dans lequel ils évoluent et naviguent constamment. Donc on s'est intéressé aux contacts que ça engendrait pour eux. Tout au long de ce travail, on s'est plus particulièrement intéressé à deux variables que sont la discipline sportive pratiquée, mais aussi la déficience acquise ou de naissance, qui nous semble être importante pour appréhender la performance et plus précisément les parcours de performance. Alors comment on a procédé? D'un point de vue méthodologique, donc je suis désolée parce que normalement il y a des repères visuels, mais je pourrais envoyer s'il y en a qui veulent la présentation après. Ah, je vais pouvoir rattraper. Donc j'en suis sur la méthodologie. Donc concernant la première étude, on avait souhaité questionner un nombre conséquent de parasportifs qui étaient dans un projet de sélection pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Donc une population mère de 267 parasportifs répartis dans 19 disciplines et dans des classifications internationales diverses. Pour répondre aux objectifs de cette étude, on a choisi comme outil le questionnaire qui permettait d'interroger à la fois sur les conditions de préparation, mais aussi sur les blessures rencontrées, la déficience, la situation familiale, la situation socio-professionnelle. Le taux de réponse a été élevé puisque presque 70% des parasportifs interrogés ont répondu au questionnaire. Concernant la deuxième étude, on a réalisé 21 entretiens semi-directifs auprès de parasportifs ayant une déficience motrice et ou sensorielle et qui étaient également dans un projet de sélection pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Les entretiens ont permis de recueillir des descriptions qui étaient plus qualitatives sur les conditions de préparation et les parcours de vie. Et cette enquête, elle a amené à recueillir une quantité très importante de données, puisqu'il y a à peu près 42 heures d'enregistrement et presque 1000 pages Word. Et donc, il a fallu faire une méthodologie d'une analyse par thématique pour pouvoir avoir des résultats qui en ressortaient. Et la troisième étude, comme je disais, s'est inscrite plus particulièrement et s'est intéressée aux sportifs élites déficients intellectuels et ou atteints du trouble du spectre de l'autisme, donc je dirais souvent DI ou TSA pour aller plus vite. Ils présentaient donc des troubles cognitifs, compréhension, communication, perception de codes sociaux, plus ou moins importants. Donc l'étude, elle a été réalisée auprès des équipes de France de pongistes et d'athlètes. La même méthodologie a été utilisée que pour l'étude 2. Et outre ces entretiens, il y a eu aussi une observation participante de 8 jours, puisqu'il y a eu 4 jours d'immersion sur un stage de tennis de table et 4 jours d'immersion sur un stage d'athlétisme. Et ces jours d'immersion, ils ont permis de créer un climat de confiance et aussi d'acquérir un peu une acculturation aux modalités d'expression de ces sportifs pour faciliter la passation des entretiens. Donc il y a eu un journal de terrain aussi qui a été tenu, qui permettait de relater aussi toutes les conversations qu'il y avait pu avoir avec le staff et les sportifs. Pour essayer, en fait, alors je vais essayer de vulgariser un maximum, mais pour mieux comprendre ces enjeux, on a choisi en fait un cadrage théorique qui s'appelle le cadrage théorique interactionniste, qui est en fait une approche qui a été construite aux États-Unis et dont les chercheurs sociaux se sont inspirés d'une doctrine de l'évolution biologique qui expliquait qu'en fait le monde végétal et animal, ils évoluaient dans un monde dynamique et avec une interactivité entre l'organisme et l'environnement. Et c'est un peu ce que les chercheurs ont voulu reproduire pour essayer de mieux comprendre le monde social humain. Et ils ont notamment par exemple, défendu l'idée que les sociétés devaient être envisagées comme des entités biologiques complexes et évolutives. Sous son impulsion, d'autres chercheurs ont continué à développer ce mouvement-là et ils se sont particulièrement intéressés aux domaines médicaux et au domaine de la déviance. Ils étudiaient à la fois la construction identitaire et les trajectoires des publics concernés, mais ils ont aussi regardé les contextes institutionnels et organisationnels dans lesquels ce public-là évoluait. Si on prend l'exemple de Goffman, il a travaillé sur la situation des personnes ayant une déficience mentale et psychique en cherchant à leur donner la parole, ce qui était une première, et en analysant aussi le milieu dans lequel ils évoluaient. Et c'est justement cette approche assez dynamique qui s'intéresse à la fois à la complexité et à la richesse des interactions, mais qui donne, tout en donnant la parole aux intéressés, mais en regardant aussi comment ils évoluent et comment ils se structurent au niveau institutionnel, qui nous a paru intéressant et qui correspondait aux attentes
attentes de cette thèse. Donc on est parti d'une réalité qui concerne les parasportifs de haut niveau, c'est que tous naviguent constamment entre un milieu sportif dit ordinaire et un milieu sportif dit spécifique, ce qui engendre des contacts sportifs mixtes. Et toutes ces interactions variées, elles entraînent les parasportifs dans des relations interpersonnelles, dans une obligation de se conforter à des codes sociaux différents et donc à trouver les stratégies pour s'insérer dans ces différents milieux-là. Et donc ces sportifs, ils doivent réussir à construire leur identité sociale, leur identité réelle, mais aussi leur identité sportive et faire éventuellement face aux stigmates dans le milieu sportif, mais aussi professionnel et social. Et tous ces facteurs sociaux, ils s'ajoutent en fait aux déterminants de la performance plus traditionnels que sont l'entraînement, la préparation physique, mentale, la récupération, la diététique, ainsi qu'aux déterminants plus spécifiques dont a parlé très bien Julien, de la classification dans la construction du projet de performance et dans les stratégies d'optimisation de la performance. Donc ces constructions de stratégies justement d'optimisation de la performance, elles se confrontent aussi au modèle du handicap, au modèle médical et paramédical qui peuvent, par leur représentation, influencer les parasportifs dans leur appréhension de projets de performance paralympique. Donc bien sûr, je ne vais pas vous relayer l'ensemble des résultats, mais pour chaque étude, je vous ai pris à chaque fois un exemple pour l'étude 1 et 2 qui me paraissait en tout cas intéressant de vous faire partager, parce qu'ils sont nombreux les résultats. Mais par exemple, concernant donc l'étude 1 et le questionnaire, certaines questions donc traitaient des déterminants facteurs que nous pourrions qualifier de classiques ou dits directs de la performance, à savoir l'entraînement, la préparation physique, la préparation mentale, la récupération et la diététique, mais elle interrogeait aussi les conditions socio-professionnelles des sportifs. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les conditions d'entraînement des déterminants dits classiques ne différaient finalement pas en fonction des niveaux de performance des sportifs. Autrement dit, les sportifs, qu'ils soient des masters dans leur discipline ou qu'ils soient des sportifs d'un moindre niveau, avaient des conditions d'entraînement finalement relativement similaires. En revanche, on a constaté que les sportifs les plus performants avaient des conditions socio-professionnelles, notamment des aménagements de temps de travail ou de temps de formation plus importants, ou un nombre de jours moyens consacrés à l'activité professionnelle ou aux études moindres, tandis que les sportifs les moins performants avaient indiqué moins d'aménagement de leur temps de travail ou d'études et consacré plus de jours à l'activité professionnelle ou aux études. Donc maintenant, les statistiques, elles ne permettent pas de donner la réponse de quelle variable influence l'autre. C'est un peu comme l'œuf et la poule, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si est-ce que c'est parce que les sportifs sont performants qu'ils ont une meilleure situation socio-professionnelle, ou est-ce que c'est parce que les sportifs ont une meilleure situation socio-professionnelle qu'ils sont performants. Ça, c'est plus avec les entretiens qu'on peut creuser, mais quelque part, à ce stade-là, la réponse pourrait être un peu importe. Le constat, c'est qu'une situation socio-professionnelle adaptée a un lien avec la performance et que donc il faut en tenir compte. Il y a plusieurs réflexions, donc 2 réflexions qu'on a retenues pour émerger sur les leviers potentiels de la performance et l'évolution de la performance parasportive. La première, c'est qu'effectivement, donc, la mobilisation des déterminants dits classiques de la performance semble finalement de plus en plus répandue. Notamment, si on compare par rapport à Rio, on s'aperçoit que ces déterminants-là, ils sont beaucoup plus mobilisés par les parasportifs. Donc autant dans la fréquence que dans le volume, ce qui amène à supposer que les attentes de la performance sont de plus en plus importantes et que donc il y a une élévation globale du niveau de performance des sportifs paralympiques. Et même s'ils sont bien sûr nécessaires à la construction et au maintien de la performance, ces déterminants ne seraient pour autant pas les seuls leviers à mobiliser pour optimiser et aller vers ce que l'ANS appelle souvent le gain marginal de la performance. Les situations socio-professionnelles auraient également un rôle à jouer. Bien sûr, la littérature scientifique, elle s'est déjà intéressée à ces déterminants socio-professionnels et notamment à la notion de double projet ou de projet de vie. Et elle a bien sûr montré qu'une situation professionnelle, financière, sociale était importante dans la réalisation du projet de performance sportive. Mais pour autant, ces déterminants ne sont pas encore, à l'heure actuelle, envisagés comme un déterminant direct de la performance, mais plutôt comme un déterminant indirect à intégrer. Les résultats descriptifs qu'on a pu faire et qu'on a présentés dans cet état des lieux avec les corrélations statistiques significatives entre l'organisation du temps de travail et du temps de formation, et avec notamment les niveaux de performance, amènent, en tout cas selon nous, à devoir considérer ces déterminants comme des facteurs directs dans la construction de la performance paralympique. Concernant l'étude 2, le premier
ce que je vais vous relater concerne plus spécifiquement les rapports avec le milieu médical et paramédical lors des entretiens avec les 21 parasportifs ayant une déficience motrice et ou sensorielle qu'on a interrogés. Au départ, les échanges en fait, qu'on avait avec eux étaient peu développés sur les relations. Ils disaient on n'en a pas beaucoup, en fait c'est grosso modo uniquement lié au suivi réglementaire obligatoire du sportif de haut niveau ou encore éventuellement à une historique d'une blessure assez grave. Puis en fait, au fur et à mesure des discussions, il y a d'autres éléments qui ont permis d'appréhender finalement qu'il y avait une mobilisation du milieu, notamment paramédical, plus ciblée dans les stratégies d'optimisation de la performance. Donc moi, l'exemple que je vais prendre, il concerne plus précisément les séances de kinésithérapie. Concernant en fait les motivations à l'origine de la réalisation de ces séances de kinésithérapie, les 21 parasportifs ont déclaré ils ont tous déclaré avoir des séances finalement régulières. Et pour autant, on a pu constater que les finalités de ces séances n'étaient pas les mêmes. Pour 20 d'entre eux, déjà, c'est important à le savoir, même si ça paraît assez finalement classique dans le monde du parasport, dans le monde sportif. 20 d'entre eux ont mis en place ces séances de kinésithérapie dans un but initial d'optimiser leur performance parasportive. Il n'y a qu'une seule parasportive qui a exprimé avoir mis en place des séances de kinésithérapie par rapport à sa pathologie et au bien-être qu'elle y trouvait dans son quotidien. Donc même si au final ça sert sa pratique sportive, initialement elle a mis en place ces séances dans une volonté d'améliorer ses contraintes quotidiennes liées à sa pathologie. Concernant le contenu de ces séances, 8 parasportifs ont indiqué mettre en place ces séances plutôt dans un but d'amélioration de la récupération sportive quand il y avait un besoin, des douleurs ou une blessure. Tandis que 12 autres, en fait, ont expliqué mettre en place ces séances non pas pour uniquement de la récupération ou du soin, mais aussi pour travailler sur la prévention, notamment la prévention de la blessure, ou alors éviter une trop grande fatigue, ou bien encore améliorer le bien-être général et mieux connaître son corps dans une recherche bénéfique de performance. Donc finalement, en fait, la relation avec le milieu, au moins paramédical dans cet exemple, il ne se limite pas uniquement au suivi réglementaire ou à une blessure comme peuvent avoir l'impression au départ les parasportifs, mais bien finalement une stratégie d'optimisation de la performance, que ce soit dans une optique uniquement de soins ou de récupération ou dans une optique de prévention de la blessure, d'anticipation de la fatigue et d'une meilleure connaissance de son corps. Enfin, dans la troisième étude, donc, qui était au regard du contexte institutionnel que je vous ai présenté avant, interrogé sur les parasportifs de haut niveau ayant une déficience intellectuelle et ou psychique et la difficulté de peut-être appréhender davantage ce type de déficience, on a voulu comprendre comment est-ce qu'ils la manière dont ils expérimentent le fonctionnement sportif proposé et comment ils vivent cette inclusion ou cette non-inclusion dans leur projet de performance. Il y a 3 constats généraux. Le premier, c'est que malgré une navigation permanente pour tous les sportifs DI et ou TSA dans les 2 milieux, le ressenti de l'inclusion ou non dans ces 2 milieux, il varie d'un sportif à l'autre. On a bien sûr pu regrouper quand même dans un sentiment d'intégration positive ou au contraire dans un sentiment d'intégration négative les situations de ces sportifs, mais ce qui nous a interpellés, c'est le degré de positif ou négatif qui restait très variable avec des stratégies d'adaptation qui étaient nombreuses et subtiles. Le deuxième constat, c'est que cette navigation permanente entre milieux ordinaires et spécifiques induit naturellement l'obligation pour tous ces sportifs d'intégrer des codes sociaux divers, ce qui n'est pas forcément évident, toujours pour eux. Et donc, encore une fois, nous, ce qu'on a remarqué, c'est ce qui varie beaucoup, c'est la facilité et la rapidité plus ou moins importante d'intégration de ces codes. Et il a été mis en lumière que d'une part, déjà, tous les sportifs ne ressentent pas de la stigmatisation. Et lorsqu'ils en ressentent, le degré est très variable. Et la réalité qu'on a pu observer, c'est que tous les sportifs interrogés, donc ils étaient 15, sauf un parasportif, ont exprimé finalement réussir à capter un certain nombre de manières de faire de ces 2 milieux, ce qui leur permet de s'insérer totalement ou en partie en contournant un certain nombre de situations potentiellement stigmatisantes. Et enfin, le troisième constat, c'est qu'il ne ressort pas que de fréquenter davantage le milieu sportif spécifique soit meilleur que de fréquenter davantage le milieu sportif ordinaire, et vice-versa. On constate que pour chaque sportif, c'est vraiment une configuration individuelle et que c'est très variable. Donc ces 3 constats, ils nous intéressent déjà dans l'accompagnement de ces sportifs-là vers la performance, puisqu'il semble important de proposer déjà un accompagnement individualisé, mais aussi et surtout de réfléchir à l'éducation de ces sportifs-là et à la formation des encadrants, parce qu'en effet, le sportif, il peut connaître davantage, s'il connaît davantage ses perceptions, ses ressentis sur est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs sur la manière dont je fonctionne, et si l'entraîneur il est à l'écoute aussi de ces plus ou moins difficultés
d'intégration, eh ben, ça pourra rentrer et ils pourront le mettre en place dans les stratégies qui optimisent la performance. Et d'ailleurs, on a pu constater que les 3 sportifs dont les performances internationales et nationales étaient les plus probantes étaient ceux qui mettaient en place des organisations et des stratégies d'organisation des déterminants de la performance très individualisées. Voilà. Merci de votre attention.